Imaginez un État africain, un contrat signé à la hâte, un ruban coupé, une autoroute flambant neuve. Et 10 ans plus tard, le pays ne contrôle plus rien parce que la dette a pris le pouvoir. Bienvenue dans les banques du mirage, ces institutions qui prêtent pour développer, mais finissent par dominer. Depuis les années 2000, les États africains empruntent massivement. Routes, ports, barrages, aéroports. Mais derrière ces infrastructures se cache souvent un piège soigneusement tissé. 3 grands acteurs dominent la scène. Le FMI, la Banque africaine de développement et la Chine. Et chacun, à sa manière, participe au même cycle. Permettre le développement aujourd'hui et encaisser la dépendance demain. Un prêt prédateur, c'est un contrat qui brille au début, mais qui étrangle à la fin. On a 3 caractéristiques. Des taux d'intérêt plus lourds qu'ils n'y paraissent, des échéances courtes qui épuisent les trésors publics, des clauses secrètes qui garantissent les ressources naturelles en cas de défaut. Entre 2000 et 2020, la dette extérieure africaine a été multipliée par 5. 5 fois plus d'argent emprunté pour à peine plus de croissance. Prenez la Zambie. En 2020, sa dette dépasse 130% du PIB. Résultat, les recettes de l'État ne servent plus à soigner, éduquer ou produire. Elles servent à rembourser. Et quand le remboursement devient la priorité, le développement, lui, devient secondaire. Voilà le vrai visage du mirage. Quand le pays s'effondre sous sa dette, qui arrive? Le FMI, avec ses programmes d'ajustement structurel. En échange de liquidités, il impose austérité, privatisation, réformes douloureuses. Puis vient la Banque africaine de développement, censée défendre le continent. Mais même elle le reconnaît. Les paiements de la dette étranglent les budgets africains. Et aujourd'hui, le système est devenu un labyrinthe. Un prêt à taux faible ici, un prêt privé à taux élevé là, un prêt chinois avec garantie sur le cuivre, le cacao ou le pétrole. Un État peut avoir 3 dettes différentes, sans même savoir combien il devra vraiment rembourser. C'est ça, la fragmentation du piège. On accuse souvent la Chine d'être le grand prédateur, mais les chiffres racontent autre chose. La Chine ne détient qu'environ 12% de la dette africaine totale, souvent moins de 10% du revenu national. Elle prête pour construire, certes, mais surtout pour sécuriser ses entreprises, ses routes commerciales, ses ressources. Ce n'est pas de la charité, c'est de la stratégie. Le problème n'est pas seulement la Chine piège l'Afrique. Le problème, c'est que le modèle global du financement africain est toxique. On vend des infrastructures, mais pas la rentabilité. On emprunte pour croître, sans garantie de pouvoir rembourser. Le mirage, c'est ça. Croire qu'un prêt égale un progrès. Regardons la carte. 22 pays africains sont aujourd'hui en détresse ou à haut risque d'endettement. Leur budget s'écroule sous le poids des intérêts. Et quand la dette devient plus importante que la croissance, on perd plus qu'un équilibre financier. On perd sa souveraineté. Ports hypothéqués, mines gagées, terres promises, ressources livrées. Chaque signature devient une cession silencieuse de pouvoir. Et à la fin, la dette devient une arme géopolitique, une manière de gouverner sans coloniser, de contrôler sans occuper. Alors, que faire? D'abord, il ne faut plus croire que tous les prêts sont bons. Il faut exiger la transparence. Demander quel taux, quelle durée, quelle garantie et surtout pour qui. Parce que la vraie dette, ce n'est pas seulement celle qu'on signe avec les banques, c'est celle qu'on laisse à nos enfants quand on échange l'indépendance contre un chèque à court terme. Les banques du mirage ne construisent pas que des routes, elles construisent des dépendances. Et si on ne regarde pas au-delà du mirage,
on finira par marcher vers le désert en croyant voir une oasis. Tu regardes le zin. Ici, on ne crie pas. On comprend et une fois qu'on a compris, on agit.